Je pense que nous sommes une nation qui aime jardiner. Les Victoriens étaient très bons pour faire des expériences. L'année dernière, je me suis assise et j'ai décidé de faire un nouveau jardin. C'est une petite île entourée par la mer qui fait partie des îles britanniques. Le jardin est comme ça toute l'année. À Noël, il y a plus de 200 espèces en fleurs. La plupart sont des protéas et des aloès. On connaît la passion des Britanniques pour la mer et le jardinage. En Cornouailles, leur tâche est facilitée par les douceurs que délivre le Gulf Stream. Construits au fil des siècles, particulièrement au 19e, ces jardins offrent encore aujourd'hui aux visiteurs leur beauté stupéfiante. Halligan Garden, demeure ancestrale de la famille Treman depuis plus de 400 ans, a failli disparaître lors de la guerre 14-18. Les jardiniers avaient péri au front et l'entretien d'un jardin de plus de 30 hectares représentait alors une charge trop importante. Mais on ne laisse pas mourir un jardin de l'autre côté du Channel. C'est resté à l'abandon avec presque personne dedans pendant probablement 60 à 70 ans. Cet endroit s'était endormi. Ce n'est pas qu'il ait été écroulé ou abîmé, il s'est juste endormi. Mais bien évidemment, ni les fleurs ni les arbres ne s'étaient endormis. Alors ils ont poussé et c'était plein de tout. Pour tout vous dire, c'est une longue histoire. Parce que la maison, qui fait encore partie du domaine, appartient à la même famille depuis le XVIIe. Et elle leur appartient toujours. Mais ils ont vendu la maison et ils ont gardé la terre. Puis, en 1990, un jeune homme devint le propriétaire de la terre. Et il était très intéressé. Il résidait dans le coin. Il est venu voir et s'est rendu compte que c'était dans un état déplorable. Alors il est descendu au café du village et il en a parlé. Tim Smith, un homme qui vivait ici en Cornouailles, l'a entendu. Et il est venu voir ce rêve romantique. Il l'a vu au printemps, avec toutes les fleurs et les arbres. Et il a pensé que ce serait une superbe idée que de le ramener à la vie. Et c'est comme ça que naissent les belles histoires. Une série de coïncidences sans lesquelles rien ne serait arrivé. Alors ils ont commencé, mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils trouveraient. Parce que personne ne se souvenait. Il ne restait personne de cette époque pour se rappeler comment c'était. C'était un peu comme construire un puzzle. Trouver les pièces et les remettre aux bons endroits pour avoir la bonne image. Ce que nous voulions faire était d'être capables de remettre le jardin dans l'état où il était quand les gens vivaient encore dans la maison. C'était une époque où il n'y avait que très peu de magasins. Alors tout ce qui était destiné à la maison, toute la nourriture, devait venir de la terre autour d'eux. Au fur et à mesure que nous reconstruisions le jardin, en particulier le potager, nous avons remarqué que les gens qui nous rendaient visite étaient très intéressés.
Parce que cela peut vous paraître étrange, mais beaucoup des visiteurs qui viennent nous voir sont d'une génération qui a oublié que la nourriture vient de la terre. Pour eux, la nourriture vient des magasins. Il suffit pour cela de se promener dans le jardin et d'écouter. En particulier un grand-père et son petit-fils. Quand il dira « Oh, c'est comme ça qu'on faisait ?» Ils ont appris à cultiver, en particulier ici, dans les Cornouailles où il y a un très bon climat. Ils ont appris comment faire pousser des pamplemousses, de la vigne pour faire du raisin, et beaucoup des fruits exotiques qui venaient du monde entier pour la première fois, grâce à la marine anglaise. Car la marine allait tout autour du monde, et elle ramenait avec elle des choses qui n'avaient jamais été vues en Angleterre avant. Ils venaient dans des jardins comme celui-ci, où les jardiniers faisaient des expériences dans les serres avec le chauffage, car il y a un très intéressant système de chauffage. La maison a été construite exprès au-dessus du ravin pour justement avoir cette vue, et quel merveilleux endroit pour créer ce jardin. C'était simplement pour le plaisir. Alors ils ont changé le ruisseau qui y courait en une série de petits bassins, et ils ont utilisé ce climat extraordinaire qu'il y a là. Et c'est beaucoup plus chaud dans le ravin que ça ne l'est en haut. Alors, ils pouvaient faire pousser, venant de partout dans le monde, des arbres et des arbustes exotiques qui arrivaient en Angleterre pour la première fois, afin de créer encore une fois un endroit rien que pour leur plaisir. Et vous pouvez imaginer que l'on peut voir directement le ravin à partir des pièces de la maison. Les balcons, les rebords des fenêtres des maisons qui bordent la route vers notre deuxième surprise croulent sous les fleurs. En mer, un authentique voilier du 19e semble attendre le débarquement de sa cargaison de plantes exotiques destinées à une autre folie, The Eden Project. Ici, c'était un vieux puits de kaolin, une grosse industrie en Cornouailles. Nous sommes le plus gros employeur dans la région. Autrefois, ce puits faisait travailler une trentaine de personnes, aujourd'hui, plus de 500. C'était une vieille parcelle de terre abandonnée avec absolument rien de remarquable, et nous l'avons transformée en un jardin global pour éduquer le pays et le monde au sujet de la relation entre les gens et les plantes. Deux de nos plus grosses attractions sont les deux biomes que vous pouvez voir derrière moi. L'un d'eux est la plus grosse serre au monde, dans laquelle se trouve une forêt tropicale avec des arbres adultes et une canopée. Cette serre mesure 50 mètres de haut et 350 mètres de long, c'est vraiment énorme. À l'intérieur, on trouve une forêt tropicale, mais aussi les plantes qui en viennent et que l'on utilise tous les jours. Il y a une plantation de bananes, une plantation de café, du chocolat, de l'huile de palme, tout ce que l'on utilise au quotidien et qui vient des tropiques.
L'illusion est parfaite, avec le chant des oiseaux, le grondement de l'eau tombant en cascade. Les senteurs sont même au rendez-vous avec la boîte aux épices qui attire les visiteurs de tous âges. Dans l'autre serre, c'est la Méditerranée. Il y a des zones correspondant à la France, l'Espagne, l'Afrique du Sud ou la Californie, et aussi les productions qui viennent de la région méditerranéenne qui sont vraiment très importantes. Dehors, c'est le biotope tempéré, avec tous les végétaux des régions tempérées. En pratique, nous pouvons tout faire pousser, même des théiers. Donc il y a une plantation de thé, mais aussi du blé, des pavots, toutes les récoltes du monde. Nous avons 1,2 million de visiteurs chaque année, ce qui nous met dans le top 5 des attractions les plus visitées dans le pays. Mais nous avons aussi un programme spécial pour les écoles. Environ 40 000 élèves par an, à peu près 17 000 étudiants. C'est un gros programme. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est de faire en sorte que les gens s'intéressent à la science et à l'environnement. Pour cela, nous travaillons avec les universités sur la communication de la science au public. L'homme qui a créé ce projet s'appelle Tim Smith. C'est un homme extraordinaire, il produisait des pop stars. Il a fait connaître Barry Manilow au monde, puis il a déménagé en Cornouailles, il a pris sa retraite en fait. Nous reposons sur des fonds publics, provenant du fonds millénaire et aussi des fonds de l'Europe. Les Cornouailles sont une région très pauvre de l'Angleterre et nous avons reçu des fonds spéciaux de l'Europe pour nous aider à nous régénérer. Une des choses les plus importantes au sujet d'Éden est que nous sommes un organisme caritatif, une entreprise sociale, ce qui veut dire qu'au lieu d'être une œuvre de l'ancien type, comme peut-être Oxfam, quelque chose comme ça, qui récupère de l'argent en Angleterre et va faire ses bonnes actions outre-mer, nous essayons de faire de bonnes actions à travers notre travail ici, ce qui veut dire que nous essayons de produire notre propre nourriture. Nous sommes très rigoureux quant à nos déchets. Et en faisant tout ceci, nous apprenons et nous espérons pouvoir changer le monde. La mer, les jardins sont les deux univers du quotidien de la Cornouaille. Les habitants ne peuvent imaginer vivre sans eux. Je pense que tout le monde aime les jardins, plus particulièrement les Anglais qui les adorent. C'est très relaxant de faire le jardin. Chaque maison que nous avons eue, nous y avons toujours fait un jardin. Ici, parmi les champs et les vieux arbres, il y avait un petit jardin. Nous avons arraché certains des arbres pour nous donner plus d'espace et nous avons commencé à faire des parterres. Petit à petit, parce que bien évidemment, nous avions un métier. Nous ne pouvions passer tout notre temps ici. C'était un merveilleux hobby, juste un passe-temps en fait. C'était un champ en pente avec des arbres sauvages de partout. Nous l'avons creusé pour en faire un étang. Il y a un gros liner au fond parce que c'est en haut d'une colline et qu'il n'y avait aucune source d'eau naturelle pour l'alimenter. Nous avons dû mettre un liner très épais, tellement grand qu'il a fallu le faire fabriquer sur mesure. C'est le jardin des esclaves. Nous l'avons nommé ainsi à cause de cette sculpture au centre des herbes. Le sculpteur l'a appelé comme ça, donc nous avons gardé son nom.
Mais à l'origine du jardin, je voulais planter toutes les plantes dans la palette du spectre de couleurs. Mais je ne pouvais pas faire un modèle, alors j'ai dû séparer certaines couleurs pour qu'elles s'harmonisent entre elles, comme ce parterre qui est rose et lavande. Ensuite, nous avons les bleus soutenus et les jaunes ensemble, et enfin, les oranges et les rouges. Chaque année, nous apportons du compost de champignons. Cela les nourrit et en plus les mulch. Ça empêche l'herbe de pousser. Donc c'est assez facile de gérer ces mixed borders ici. J'ai planifié tout ce jardin sur papier. Je n'aurais pu le faire autrement car cela devait être fait correctement à cause des hauteurs et des couleurs différentes. Il fallait donc le faire sur papier d'abord. Mais c'est le seul jardin où j'ai fait cela. Il était un petit peu spécial. Mon père et mon grand-père étaient tous les deux de bons jardiniers. Pas professionnellement, seulement en amateur. Ils avaient leur propre jardin et en tant qu'enfants, nous avons appris d'eux. J'avais une sœur et deux frères et tous nous avons un jardin. Nous adorons nos jardins et c'est comme ça que c'est arrivé. Environ 12 ans après avoir créé ce jardin, mon mari faisait partie du Lions Club et ils nous ont demandé si nous voulions ouvrir le jardin pour des œuvres de charité. J'étais très nerveuse à ce sujet, car vous savez, c'était notre jardin, mais nous avons ouvert. Et il y a eu plus de 2000 personnes. Nous avons ouvert pour une dizaine d'heures et nous avons récolté 2800 livres. Ensuite, chaque année, nous autorisions des œuvres différentes à utiliser notre jardin pour récolter des fonds. Nous avons fait cela pendant environ 20 ans. 20 years. Timing. Le timing est, je pense, la chose la plus importante dans le jardinage. Par exemple, au printemps, il y a toujours une poussée d'herbes. Mais si vous avez arraché ces herbes en août, vous n'en avez plus. La taille. Chaque mois, je regarde chaque chose dans le jardin et je détermine l'état de la pousse et l'état de la santé. Et vraiment, je pars de là. Mais chaque jour, je marche d'un côté à l'autre du jardin et j'observe exactement ce qui se passe. Non, vraiment, c'est le timing. Le timing et l'attention. C'est aussi une bonne idée que d'apprendre tout ce que vous pouvez à propos d'une plante avant de l'acheter. Par exemple, si vous regardez cette plante-là, appelée Parosia persica, si vous achetez ça dans un pot de 3 litres en pépinière, elle a de belles fleurs, une jolie forme. Vous la mettez dans un coin et vous la regardez grandir. Et elle grandit encore et encore jusqu'à ce qu'elle ait pris tout le jardin. Et alors vous êtes obligé de la couper constamment et vous perdez la jolie forme. Le type de sol est impératif. Par exemple, avec les membres de la famille des bruyères, si vous êtes sur un sol calcaire, la plante ne poussera pas, car elle a besoin d'un sol acide. Donc, la composition du sol est très importante. Beaucoup de plantes ne vivront pas dans l'ombre, et beaucoup de plantes ne vivront pas au soleil. Il est toujours bon de considérer l'achat d'une plante, car vous devrez vivre longtemps avec une décision qui ne vous aura pris qu'un instant. Il ne faut jamais acheter de grosses plantes. C'est tentant, mais les petites finissent toujours par prendre le dessus. Il faut juste patienter 1 an ou 2. Les grosses plantes ne se portent jamais aussi bien que celles qui sont nées sur place. Nous les faisons surtout pousser à partir des graines.
Depuis 20 ans, nous sponsorisons un jeune homme pour aller dans l'Himalaya et ailleurs, en Pologne. Il nous apporte des graines tous les ans. C'est très intéressant car la plupart du temps, il ne sait pas exactement ce que c'est. J'ai beaucoup de graines en ce moment. On ne sait pas si c'est un arbuste ou un arbre. On n'a pas encore de nom. Au fur et à mesure qu'elles grandissent, nous les envoyons à Kew pour détermination. C'est très intéressant de découvrir ce que nous avons. Nous avons vraiment beaucoup de plantes dans le jardin qui n'ont qu'un prénom et le code CC. Nous sommes allés au Japon quand nous avons commencé le jardin japonais. Là-bas, j'ai demandé à un des jardiniers, qui parlait parfaitement l'anglais d'ailleurs, si je pouvais avoir des graines. Il m'a dit « Donnez-moi votre nom et votre adresse et je vous en enverrai ». Ce qui a été fait chaque année. Depuis, le jardin botanique de Kyoto nous envoie une liste par an et je peux choisir ce que je veux. Ils sont très généreux. Et voici mon dernier jardin. Je m'ennuie en hiver car il n'y a pas assez de choses à faire et les journées sont si courtes que j'ai les doigts qui me démangent. Alors l'année dernière, je me suis assise et j'ai décidé de faire un nouveau jardin. Parce que, comme nous sommes ouverts à l'année, j'ai décidé de faire un jardin d'hiver. Et j'en ai fait le design comme une rose, dont toutes les parties se superposent, comme les pétales d'une rose. Et le jardin du centre est le centre d'une rose. Je ne suis pas une personne qui aime les lignes droites. Ce n'est pas bien, mais nous avons dû mettre une clôture autour à cause des chevreuils qui aiment manger le cœur des jeunes arbres. Et nous avons aussi mis du fil à ras de terre et dessous pour arrêter les lapins. Et puis tout le reste, car il y a aussi des blaireaux, mais c'est ça aussi le jardinage. C'est votre dernier jardin ? Il ne faut jamais dire jamais, parce que peut-être que l'année prochaine, j'aurai quelque chose d'autre en tête. Le temps semble s'être arrêté à Truro. La ville médiévale garde un charme certain. La campagne anglaise invite à la balade et la mer, toujours proche, donne des envies de baignade. Une douceur de vivre qui, au siècle dernier, a attiré la famille Fox. Le jardin de Treba, probablement du celtique Trebaya, maison près de la baie, a été acheté par Charles Fox en 1838. La famille Fox Quaker a commencé à acheter des propriétés dans les environs et ils ont créé beaucoup de jardins pour leur propre intérêt. Pas comme aujourd'hui pour distraire le public. C'était pour leur usage personnel. Il y a une très vieille histoire qui dit que Charles Fox aurait fait construire une tour et la faisait positionner là où il souhaitait planter un arbre. Cette tour faisait la hauteur de l'arbre adulte. Puis il disait au plus jeune jardinier de monter dessus et d'agiter un drapeau. Et il lui criait avec son mégaphone de bouger la tour à gauche ou à droite, afin de l'intégrer au paysage. Donc beaucoup des arbres que vous voyez ici aujourd'hui ont très bien pu être plantés en utilisant cette technique. Vers 1906, le jardin fut racheté par Alice Hawkins Hext et son mari, Charles.
C'est à cette époque que le jardin eut sa plus grosse équipe. Ils étaient environ une quinzaine de jardiniers. Et c'est à ce moment-là que le jardin était le plus beau, car la plupart des spécimens étaient alors complètement matures, en particulier les rhododendrons arborescents, que l'on peut voir fleurir au printemps, mais qui sont vraiment fantastiques. Mais gardez à l'esprit qu'il a fallu 90 à 100 ans pour arriver à cette taille. Le jardin a commencé vraiment à être très beau à cette époque. Et puis, le temps passa. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, il a perdu de son emphase et il a vécu au ralenti. Il n'y avait plus la grande équipe des jardiniers du temps des Hext. C'est en 1981 que le major Hibbert et sa femme Hera achetèrent les lieux pour en faire leur maison de retraite. Le dernier chemin qui était resté ouvert à travers le jardin leur permettait de partir faire de la voile dans l'estuaire. Un membre de la Société des jardins de Cornouailles leur a dit « Vous rendez-vous compte du potentiel de ce jardin ? Il pourrait être un des plus beaux jardins de ce pays, peut-être même du monde. » Le jardin fut rouvert au public en 1987. Plus tard, en 1991, il fut alors transformé en œuvre de charité, et ce jusqu'à ce jour. Treba est si spécial, il a quelque chose de... Partout il y a des plantes des quatre coins du monde, c'est ce qui le rend si excitant et intéressant. À cette époque de l'année, vous trouverez beaucoup de formes intéressantes. Les Dixonias, les fougères arborescentes sont magnifiques. Certaines de ces fougères furent les premières à être introduites dans le pays aux alentours de 1880. Et nous avons l'avantage aussi d'être très proche de la mer. Et donc, la température de la mer et le sel dans l'air empêchent le gel. Et enfin, nous bénéficions du Gulf Stream qui glisse le long des Cornouailles et garde les eaux chaudes. Nous avons une équipe de 4 très bons jardiniers et divers volontaires et aussi des étudiants étrangers qui viennent durant l'été. Nous en avons eu 2 particulièrement bons cette année, un Allemand et un Français. Nous avons environ 110 000 visiteurs par an, ce qui est un très bon chiffre pour nous. Le problème est que tout le monde vient en été quand c'est très fréquenté. Le jardin est très coloré au printemps, mais on essaye d'étaler ça dans les mois hors saison. Nous avons des espèces qui fleurissent même à cette époque de l'année, comme les hortensias au fond du jardin surplombant la mer. Principalement des bleus, qui glissent doucement vers la baie et qui donc restent une vue fantastique même en ce moment. Il n'est pas nécessaire de prendre la route pour rejoindre Glendurgan, tout proche. On ne résiste pas à une petite balade dans la campagne anglaise pour découvrir le jardin depuis le bord de mer. Charles Fox, toujours lui, l'a créé en 1820. C'est aujourd'hui la propriété du National Trust, une institution très british. La famille Fox à qui appartenait ce jardin était dans le transport maritime et ils avaient des contacts à travers le monde. Ils ont souvent persuadé leur capitaine de leur ramener des plantes. De par la topographie du jardin, la plupart des plantes viennent de l'Asie, beaucoup de l'Himalaya. 1 mètre au-dessus du niveau de la mer, dans les Cornouailles, équivaut à 1000 mètres dans l'Himalaya. Donc nous faisons pousser beaucoup de plantes de la région tempérée de l'Himalaya. Le jardin est d'environ 25 acres et il y a 3 jardiniers qui s'en occupent. Moi-même, en tant que chef jardinier, un assistant, chef jardinier et un jardinier. Nous sommes donc très occupés.
Comme nous sommes une œuvre caritative, nous avons la chance d'avoir des volontaires qui travaillent dans le jardin. Le National Trust est une organisation caritative qui a été créée il y a plus de 100 ans maintenant pour la conservation des sites d'intérêt scientifique spéciaux. Nous avons la gestion de 250 000 hectares en Angleterre, 105 km de côte et aussi à peu près de 80 jardins. C'est une œuvre de charité privée, ce n'est pas une organisation gouvernementale. Et nous avons plus de 3 millions de membres en Angleterre qui souscrivent tous les ans au National Trust. Les membres ont un accès gratuit à tous les sites, mais si vous n'êtes pas membre, vous devez payer un ticket d'entrée. Nous ne faisons aucun profit sur l'argent, tout est réinvesti dans le fonctionnement des différentes propriétés pour leur conservation. J'ai eu beaucoup de chance. Quand j'ai quitté l'école à 16 ans, je suis devenu apprenti pour le National Trust. Et ils ne prennent que 10 étudiants chaque année. Et ils les forment pendant 3 ans. J'ai passé 5 semaines dans les jardins et 2 semaines au collège. Et j'ai fait cela pendant une période de 3 ans. Après ça, j'ai eu un emploi à plein temps avec le National Trust et en tant que jardinier, j'ai travaillé dans différents jardins. Quittons un moment les Cornouailles pour le comté du Devon, tout proche. On évitera bien sûr les autoroutes. Les bacs nous feront sauter les bras de mer qui s'enfoncent profondément dans les terres comme des fjords. On flânera dans la campagne vallonnée pour rejoindre Torquay puis Paignton, siège d'une vénérable institution, Sutton's Seat. La société a été fondée en 1806. Elle a été fondée dans la ville de Reading, à environ 50 km à l'ouest de Londres. Elle a été fondée par la famille Sutton. Le fondateur s'appelait John Sutton. Il a vu là une opportunité pour améliorer la qualité des graines, particulièrement dans le secteur agricole, car au début des années 1800, la qualité et la fiabilité des graines n'étaient pas très bonnes. Sa volonté était de réellement améliorer la qualité afin d'aider le rendement et par conséquent le consommateur. Petit à petit, Sutton fut de plus en plus connu pour la qualité de ses graines. La compagnie fut mondialement connue. Il récupérait des graines de beaucoup d'autres pays. Il les améliorait et devint le premier fournisseur de graines en Angleterre. Il y a eu une très longue relation. Quand je dis relation, je parle en général avec la famille royale en Angleterre. En fait, la société est très fière d'avoir gardé ce que l'on appelle le Royal Warrant, le garant royal, de la reine d'Angleterre à l'origine, avec la reine Victoria, et à travers les différents monarques jusqu'à aujourd'hui. Ce garant veut dire que nous continuons d'approvisionner la maison royale pour différents domaines du pays. En 200 ans, les employés de Sutton ont réuni une collection de graines impressionnante. Ils ont aussi gardé précieusement les premiers sachets vendus par correspondance vers 1840, une innovation pour l'époque. Nous avions ce que l'on appelle le penny post. Un penny équivaut à peu près à un demi-centime d'euro. Donc Sutton a commencé à utiliser ce service pour envoyer ses produits à ses clients.
Aujourd'hui, une grosse partie de notre travail est d'envoyer des graines, des plantes et d'autres produits aux particuliers via les services postaux ou les transporteurs. Nous trouvons nos plantes en parlant à des sélectionneurs, en allant chez différents fournisseurs de manière générale, en cherchant sur le marché. C'est une chose très importante pour nous que de trouver de nouvelles variétés où qu'elles soient. Pas nécessairement à partir de graines, mais aussi de boutures. Et quand nous pensons avoir trouvé de bons produits pour nos clients, nous les introduisons dans notre catalogue et nous pouvons commencer à les vendre. Des tests sont effectués en laboratoire afin de vérifier la bonne germination des graines. Puis direction le jardin pour des essais grandeur nature. Sur ce site, nous faisons du contrôle qualité de beaucoup de graines que nous vendons dans nos paquets, aux jardiniers en Angleterre et au monde entier. En fait, ici, nous testons la qualité de nos produits, on vérifie la couleur, la hauteur, le mélange des couleurs, si c'est un mélange. Et nous nous assurons que ce que nous vendons dans les paquets est de bonne qualité. Nous sommes très rigoureux sur la qualité à Sutton. C'est ce que nous faisons ici sur ce site. Nous vérifions la qualité. Ici, nous avons deux types de choux frisés toscans. Ils sont ici pour un contrôle de qualité. Quelle différence nous pouvons voir ici? Par exemple, cette plante est ce que nous appelons un franc de pied. C'est une plante d'origine sauvage. Nous faisons pousser les deux types afin de vérifier l'uniformité dans la sélection. Cet échantillon, ici à ma gauche, a quelques francs de pied. Ils n'ont pas la bonne couleur ni la bonne forme. Quand nous noterons ces échantillons, nous donnerons une mauvaise note à celui-ci, car il n'est pas d'une aussi bonne qualité que celui qui est à ma droite. C'est la même variété, c'est juste qu'elle provient de deux fournisseurs différents, l'un d'Italie et l'autre de Hollande. Peut-être que le contrôle qualité italien était moins rigoureux dans la façon de faire pousser leurs produits, et c'est pour cela que nous avons quelques francs de pied dans cet échantillon. Il y a des chances que nous n'achètions pas à cette société l'année prochaine. On teste ici sur ce site environ 2500 échantillons différents de graines. Cela fait beaucoup d'essais en même temps. Nous avons 50 différents échantillons à l'essai dans les tunnels. Cette année, il y a beaucoup de variétés à tester. Certaines sont des variétés existantes, d'autres, comme ces deux-là en face de nous, sont de nouvelles variétés à tester. Et nous les goûtons pour connaître leur saveur. Celle-ci a plutôt bon goût, une chair bien ferme. Une peau pas très épaisse, car très souvent les petites ont une peau épaisse, mais celle-ci est très bien. Elle a de bonnes chances de devenir une nouvelle variété l'année prochaine. Voilà la procédure. Nous les faisons pousser, nous les goûtons, et si nous les aimons, on pourra peut-être les introduire l'année suivante. Pour les courgettes et les autres légumes, nous en emportons à la maison pour les cuisiner et les faire goûter à la famille. Et spécialement les courgettes. Mes enfants aiment réellement les courgettes jaunes. Je suis jardinier et cuisinier. Je fais beaucoup de cuisine. Et j'ai beaucoup de très bons ingrédients, heureusement.
Même si le climat des Cornouailles a oublié les gelées, les productions craignant les températures inférieures à 10 degrés sont abritées dans des serres. Nous avons environ 1700 types de graines. Certaines en double pour les plantes, et nous avons à peu près 8 ou 900 produits différents. Le Suttons était la première société à vendre des jeunes plants aux particuliers par correspondance, et il y a ça plus de 25 ans. Surtout, on n'ajoute pas d'engrais, on les retire des boîtes le plus vite possible et on les repique immédiatement. Si les plants arrivent en période de gel, on les repique en pot et ensuite, quand il n'y a plus de gel au sol, on les repique en terre. Et puis c'est tout. Il n'y a absolument rien à faire, c'est très simple. Ils sont tous humides d'ailleurs. Suttons essaie toujours de faire des plantes un peu différentes. Bien sûr, on a les plantes de base comme les géraniums et les choses comme ça, parce que nous devons les avoir dans notre catalogue, parce qu'ils font partie d'un jardin normal. Puis on a nos variétés plus anglaises pour faire donc le jardin à l'anglaise, qui est la base du jardin de Sutton. Après ça, bien sûr, on a nos vivaces, qui sont des vivaces très, très originales aussi, qu'on recherche dans les jardins anglais. Qu'on ne retrouve pas précisément justement en vente dans les jardineries et qui sont livrés soit en godet, soit à racines nues, ce qui n'est pas encore très très connu en France. C'est vrai que quand on reçoit une racine nue, au premier printemps, pendant l'été, on a quelques fleurs, on n'a pas une grande plante. Mais après 2 ans ou 3 ans, on a vraiment une plante mais très 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 forte. On ne se lasse pas des paysages des Cornouailles, tout en douceur. Presque au bout du duché Penzance, on peut en prenant le bateau ou l'hélicoptère atteindre le bout du monde anglais, les îles Scilly et un jardin étonnant. On vient à Tresco pour cela. Thank you. It was started in 1934. Abbey Garden a été créé en 1834 par Augustus Smith, quand il décida de prendre en charge toutes les îles de Scilly et de s'établir jusque sur Tresco. À ce jour, Tresco est encore une île privée, toujours dirigée par la même famille, 5 générations plus tard. Maintenant, c'est Robert et Lucy Dorian Smith qui sont locataires de l'île du duché de Cornouailles. C'était de la terre de bruyère, de landes, des bruyères, etc. Et la plante la plus grande ne dépassait pas 1 mètre de hauteur. Pas d'arbres, mais un site à flanc de coteau où il ne gèle pratiquement jamais, quand bien même il soit très exposé, donc très venteux. Alors il a fallu construire un abri. Les travaux de création des jardins ont commencé autour des ruines d'un ancien prieuré bénédictin du XIIe siècle. Augustus Smith avait beaucoup de contacts avec Kew, le jardin botanique de Londres, mais aussi beaucoup de jardins botaniques dans le monde. Ainsi, il pouvait échanger des graines avec eux. Les générations suivantes de sa famille ont aussi fait de la collecte de plantes.
Ils ont fait de la collecte en Nouvelle-Zélande. L'un d'eux, je pense au grand-père de Robert, est allé en Nouvelle-Zélande, dans les Chatham Islands, pour sa lune de miel, pour collecter des graines, des plantes, et les ramener ici. Maintenant, on n'a plus à faire ça. On fait beaucoup d'échanges avec les jardins botaniques. C'est un jardin de 8,5 hectares, avec 4000 différentes espèces de plantes, principalement de l'hémisphère sud. Les plantes viennent des zones de climat méditerranéen, du monde entier, entre le 30e et le 45e parallèle des deux hémisphères. Donc dans l'hémisphère nord, vous avez la Californie, le haut du Mexique et tout le bassin méditerranéen, les Canaries, les Açores, Madère et un peu de l'Afrique du Nord. L'intelligence d'Augustus Smith est d'avoir planté des rideaux de cyprès et de pins pour protéger les variétés exotiques des vents de l'Atlantique. Nous sommes une équipe de 9 personnes, dont 7 sont jardiniers, et 3 sont des étudiants qui viennent 12 mois pour apprendre le plus possible sur le jardin. Ce n'est jamais assez. Il y a toujours quelque chose à faire, mais il faut choisir quelle plante on a le plus besoin. La collection unique de Protea vient d'Afrique du Sud. Rustiques, ces plantes ne nécessitent que peu de soins. Certaines sont plus fragiles. Elles ne se portent pas toujours très bien car il faut rester dans les limites du possible. Si vous poussez trop loin, la plante tiendra peut-être 2 ans et ensuite elle mourra. Si les plantes poussent très bien ici, c'est grâce au climat. Ils ne gèlent quasiment jamais. L'hiver dernier était un hiver moyen et la température la plus basse a été de 2 degrés. Et en été, la plus forte chaleur à l'ombre a été de 25 degrés, donc très tempérée. Si vous venez à Tresco, une journée vous sera nécessaire pour profiter pleinement de ce jardin extraordinaire créé par Augustus Smith en 1830. L'île se visite à pied ou en vélo car les voitures sont interdites. Le seul bus est un tracteur. La randonnée vous permettra de découvrir de charmantes maisons fleuries, des bed and breakfast cosy et un unique hôtel, tout en fleurs bien sûr. Le calme absolu. Juste le cri des mouettes. Des mouettes qui accompagnent aussi les marcheurs de retour en Cornouailles sur le sentier qui domine la mer. Une mer réchauffée pour encore longtemps, espérons-le, par le Gulf Stream. Quel désastre si les modifications climatiques qu'imaginent des scientifiques se réalisaient. Ce serait l'arrêt de sa course, les Protea n'y résisteraient pas.
Pour l'instant, les jardineries peuvent proposer à la vente des palmiers, des fougères arborescentes qui font le bonheur des passionnés. Impossible de visiter tous les jardins de cette région au climat exceptionnel. Celui de Trewithen, avec ses pelouses, ses sous-bois et ses plantes tropicales, permet de comprendre l'attrait des jardins des Cornouailles. Parcourez donc le pays en vous laissant guider par votre instinct. La déception ne sera jamais au rendez-vous car les Anglais ont le génie du jardinage depuis si longtemps.